Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nos députés de la Corse du Sud, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. On retrouve avec plaisir Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Marcangeli. Bonjour. On va évidemment parler de l'actualité politique de Michel Barnier qui poursuit ses consultations en vue de s'assurer une majorité, de composer son gouvernement. Est-ce que Horizon est un soutien acquis ou est-ce que vous posez des conditions pour ne pas le censurer ? Nous avons rencontré le Premier ministre dimanche en compagnie de Claude Malhuret et d'Édouard Philippe. Nous l'avons écouté, nous avons expliqué ce que nous pensons devoir faire pour le pays, pour éviter une crise, une paralysie, un blocage de nos institutions. Et nous allons nous réunir, vous le savez, demain à Reims, les sénateurs, les députés européens, mais également le bureau politique d'Horizon. Pour les journées parlementaires. Pour nos journées parlementaires. Nous avons invité le Premier ministre qui se rendra à Reims demain pour venir à notre rencontre. Et nous nous déterminerons collectivement. Donc il doit vous convaincre, ce n'est pas acquis le soutien d'Horizon. Je ne vais pas faire de mystère au regard de mon parcours politique. Je suis plutôt proche de ce que peut faire Michel Barnier. Ce n'est pas une décision que je vais prendre seule, et c'est une décision que nous prendrons collectivement, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entrevue que vous avez eue avec Michel Barnier dimanche? Dans quel état d'esprit est-ce que vous l'avez trouvé, ce nouveau Premier ministre? D'abord, c'est un homme apaisé, malgré la difficulté de la tâche. Ce n'est pas un apaisement fin qu'on voit lorsqu'il intervient, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu, tant au niveau national qu'international. Donc c'est déjà quand même quelque chose d'assez rassurant. Ensuite, j'en ressors, à titre personnel, et je pense que c'est pareil pour Édouard Philippe et Claude Malhuret, confiant. Confiant au regard des objectifs qu'il se fixe, au regard des grandes idées qui sont les siennes. Et surtout, ce que j'ai retenu et qui m'a profondément touché, parce que j'ai défendu cette manière de faire de la politique tout au long de ma vie, c'est avoir de la considération pour les gens. C'est le fait de respecter les gens, quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs choix. Et il l'a dit d'ailleurs publiquement au cours d'une interview qu'il a donnée. Je crois que ça va être une clé de sa réussite. Mais juste, quelles sont les conditions, quels sont les points sur lesquels vous allez être particulièrement attentif lors de son discours de politique générale? Nous l'avons dit le 13 août, dans un courrier que nous avons rendu public et que nous avions envoyé à l'ensemble des groupes politiques qui sont à l'Assemblée nationale. On a une loi de finances. Elle va être difficile. Elle va être difficile parce que nous sommes en procédure de déficit excessif, et nous le savons. C'est donc un esprit de responsabilité. Vous le savez, depuis 3 ans, nous appartenons à une famille politique présidée par un homme qui a, lors du discours inaugural de ce parti, Horizon, au Havre, dit « l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue ». L'ordre dans les comptes, ce n'est pas le déficit excessif, donc il va falloir agir. Ensuite, vous avez... Et Bruno Le Maire l'a pas suffisamment fait ? Il a été confronté à des difficultés aussi conjoncturelles, mais aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir et il faut dire, nous avons une loi de finances, cette loi de finances doit tenir compte de cette situation de déficit excessif. La France, c'est une question de souveraineté, ne peut pas aujourd'hui être dans cette situation plus longtemps. Donc il va falloir agir. Ensuite, vous avez de grandes politiques publiques, nous l'avons dit, l'éducation, l'école, c'est la mère de toutes les batailles. La sécurité des Français, la maîtrise de nos flux migratoires, un esprit de responsabilité au quotidien, la laïcité, les valeurs républicaines, la santé, et je me réjouis d'avoir vu que le Premier ministre a réservé l'un de ses premiers déplacements à l'hôpital Necker ce week-end. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui, je dirais, connus. Ce parti est peut-être jeune, il a 3 ans, nous avons 2 ans d'existence à l'Assemblée nationale, nos prises de position ont été publiques, je pense qu'elles ont été constantes, et lorsque je me compare, je me rassure, je vois bien que depuis le début, nous tenons un discours qui est constant. Mais vous avez évoqué tous ces points avec Michel Barnier dimanche? Nous avons évoqué de nombreux points, et vous y voyez plus clair sur j'allais dire le programme ou ses intentions par rapport à la façon dont il souhaite gouverner dans les mois qui viennent? Écoutez, on a les grandes lignes. Ensuite, le détail n'est pas encore présent. Mais globalement, vous êtes en convergence, vous êtes d'accord sur l'essentiel? Je vous ai dit, cette rencontre s'est bien passée. Elle s'est passée dans un climat cordial, dans un climat de confiance, in fine. Donc je ne peux pas dire plus que cela. Et à votre avis, il faudra combien de temps à Michel Barnier pour réussir à constituer un gouvernement? On a entendu dire qu'il voulait aller très vite, qu'il espérait même peut-être pouvoir convoquer un premier conseil des ministres cette semaine. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont encore envisageables ou on est déjà très au-delà? Nous sommes restés 2 mois, pratiquement, avec une situation politique inédite. Peut-être
que nous avons pris l'habitude d'avoir ces temps, ces espaces entre un fait et celui qui doit normalement le suivre. La situation politique, elle exige beaucoup de finesse, de mon point de vue. Et composer un gouvernement dans ces conditions va exiger beaucoup de réflexion. Donc, vous êtes en train de nous dire que ça va prendre un certain temps, si je vous comprends bien. Ça peut prendre un certain temps. Pourquoi ? Parce que vous avez des discussions qui sont des discussions qui doivent se lier, notamment par rapport au fond, plutôt que qui au gouvernement. C'est pourquoi faire. Et ensuite, vous avez naturellement l'ensemble des responsables de partis, de groupes, qui vont vouloir, s'ils participent, que leurs amis ou eux-mêmes soient représentés dans ce gouvernement. Donc vous savez que ce n'est pas simple. Horizon doit être représenté pour vous ? Ça, c'est une décision que nous prendrons collectivement. Je ne vais pas me permettre aujourd'hui de dire sur ce plateau si elle sera oui ou non. Est-ce que vous êtes prêt à entrer dans ce gouvernement ? Écoutez, ma personne, elle passe après. Et encore une fois, je veux dire, j'appartiens à un collectif. Je suis président d'un groupe de 33 membres. Nous avons 2 membres supplémentaires ce matin. Moi, j'ai toujours essayé d'être utile là où je suis. Voilà. J'ai été conseiller départemental, à l'époque c'était conseiller général, j'ai été maire, président d'une agglomération, député une première fois. En 2022, je suis redevenu député. Est-ce que vous dites que vous serez utile dans le gouvernement Barnier ? C'est pas moi qui dois le décider, encore une fois. Moi, je pense que je dois être utile, en tout cas. Quand je me présente devant les électrices et les électeurs de ma circonscription ou de ma ville, ça a toujours été pour être utile. Mais là, ce n'est pas les électeurs qui décideront. Est-ce que vous dites à Michel Barnier, moi je serai utile dans ce gouvernement ? J'aime pas les gens qui se déclarent candidats sur les plateaux de télé lorsqu'ils n'ont pas à être candidats, lorsqu'ils sont nommés. Est-ce qu'il vous en a fait la proposition déjà ? Je ne peux pas vous le dire puisque ça n'est pas arrivé. Et ça fait partie des choses qui seront tranchées à Reims pendant vos journées parlementaires, en présence ou pas de Michel Barnier, mais c'est le moment, c'est la séquence où Horizon va décider ou pas de participer à ce gouvernement et que les choses vont se cristalliser, ou c'est encore trop tôt ? Nous allons travailler là-dessus, nous allons échanger, nous allons discuter. Ensuite, vous savez, je suis attaché à une certaine forme de hiérarchie. À Horizon, il y a un patron, il s'appelle Édouard Philippe. C'est aussi simple que ça. Et il ne vous a pas dit ? Quelle était sa position ? Il m'a dit des choses, mais s'il souhaite le dire à un plus grand nombre, j'attends qu'il le fasse. Et c'est ce qu'il fera très probablement demain. Avant la nomination de Michel Barnier, vous appeliez à un rassemblement allant de la droite conservatrice à la gauche social-démocrate. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que c'est encore possible et à quelles conditions ? Ça me semble compromis, hélas. C'est fini, c'est terminé, c'est mort. J'écoutais tout à l'heure celui qui m'a précédé sur ce plateau, qui est sénateur socialiste. Je vois bien que durant l'été, un certain nombre de responsables socialistes qui pouvaient se reconnaître dans cette démarche, aujourd'hui rebroussent un peu chemin depuis que Michel Barnier a été nommé au gouvernement. Je le regrette. Et avec Édouard Philippe, avec notre organisation politique, nous continuons de dire que pour stabiliser la vie politique du pays, pour éviter la crise, il faut aller de cette gauche social-démocrate de gouvernement à la droite conservatrice et républicaine. Il n'y a pas d'autre issue. Nous l'avons dit au moment de la dissolution, nous avons dit en 2022 d'ailleurs qu'il fallait un esprit de coalition pour stabiliser la vie politique, alors que nous avions 251 députés prêts à soutenir le gouvernement d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. Quand le président a dissous, nous avons dit on ne pourra pas repartir sur ensemble, seul, justement pour gouverner le pays et assurer une majorité. Nous sommes dans la constance, je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas changé d'avis. Et je ne désespère pas qu'à un moment, les bonnes volontés, notamment à gauche, comprendront que pour le bien du pays, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour faire en sorte que notre pays ne soit pas paralysé, que nos pouvoirs publics fonctionnent, il va falloir être dans une logique de coalition pour gouverner le pays. Il aurait fallu un Premier ministre de gauche pour vous ? Je n'y étais pas opposé. En ce qui me concerne, je l'avais dit, une personnalité comme Bernard Cazeneuve ne me déplaisait pas. Vous n'auriez pas censuré d'office ? Non, et d'abord, je vais vous expliquer. Lucie Castet, si elle avait été nommée, elle aurait très certainement concerté les responsables politiques et les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Je serais allé la voir. J'aurais expliqué ce que nous voulons voir et ce que nous ne voulons pas voir dans la politique du gouvernement. Effectivement, si elle avait dit non, c'est programme NFP, et rien que le NFP, et ça a été une faute, de mon point de vue, du NFP, ben on aurait censuré, tout simplement, parce que c'est une logique démocratique et parlementaire. Et si un autre Premier ministre avait été nommé, je serais allé à sa rencontre. Même s'il y avait des ministres de la France Insoumise dans le gouvernement ? Ou ça, c'était... Ah non, ça c'était une ligne rouge que nous avons fixée. La France Insoumise s'est exclue du champ républicain depuis trop longtemps. Nous avons vécu 2 ans à l'Assemblée nationale où parfois des situations infernales dans le fonctionnement de notre Assemblée, de notre hémicycle, à cause du comportement de LFI. Les sorties, les saillies de Jean-Luc Mélenchon ne font pas honneur à, je dirais, une certaine idée de la République et de la vie démocratique du pays. Pourquoi selon vous, le président de la République n'a pas appelé Lucie Castet à Matignon tout de suite ?
convoquer une session extraordinaire du Parlement, rappeler les députés à l'Assemblée nationale pour faire la démonstration en quelques jours en fait que ce gouvernement serait immédiatement censuré. Ça lui aurait évité d'avoir tout le débat sur le déni de démocratie, le fait de ne pas avoir appelé la représentante de la force politique qui est arrivée en tête à Matignon. Pourquoi il y a des démonstrations qui ne sont pas arrivées en tête parce que si vous additionnez le bloc central, Ensemble pour la République, Horizon, Modem, les Républicains, Elliott, ça fait plus de députés que le NFP. Donc là, encore une fois, on est sur un mythe. Un mythe. D'abord, le parti qui est arrivé en tête au second tour des élections législatives, c'est le Rassemblement national. Et c'est le premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Donc déjà, et pas que d'un peu. On parle de près de 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national et ses alliés. Au premier tour. Au premier tour. Au second tour, ils sont en tête aussi. Donc en nombre de voix. Ensuite, vous avez eu des députés qui ont élu la présidente de l'Assemblée nationale. C'est quand même un signal qui n'est pas négligeable. Il y avait André Chassaigne qui était le candidat du NFP, et Yael Braun-Pivet a été élu. Donc il faut arrêter avec le mythe, on a gagné les élections et on peut appliquer notre programme, rien que notre programme, et les autres n'ont qu'à bien se tenir. C'est ce que j'ai entendu pendant tout l'été, je me suis élevé contre ça publiquement et vous voyez bien que ça ne produit rien. Donc moi aujourd'hui je dis, si on est dans une logique de responsabilité, si on a envie que le pays avance, il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire une absence de majorité parce que personne n'a gagné les élections, il faut transcender. C'est ce que nous proposons avec Édouard Philippe chez Horizon et c'est ce que nous continuerons de dire. Sur les portefeuilles, les ministères au sein du gouvernement, est-ce que vous êtes favorable à un ministère de l'immigration? Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu. Il y a eu une époque où il y a eu un ministère de l'immigration. C'est une idée dont j'ai vu qu'elle a duré 3 ans, 2007-2010. Elle a fuité dans la presse. Bon, moi, j'ai vu des ministres de l'Intérieur qui pouvaient très bien traiter le problème de l'immigration, notamment celui qui est en charge, des missionnaires, certes, mais qui a été en charge. Donc pas de ministère spécifique? C'est pas moi de décider, encore une fois. Si j'étais Premier ministre, je vous répondrais. C'est le Premier ministre de décider... Et ça vous choquerait pas si Michel Barnier décidait de créer un ministère de l'immigration? C'est pas une ligne rouge, de mon point de vue. Et je parle en mon nom. Sur la question des retraites, puisque la question se posera à l'Assemblée fin octobre, dans la niche du Rassemblement national, ce matin, dans le Figaro, Gérard Larcher dit être prêt à des ajustements sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut en faire? On ne peut pas fermer le dossier et dire on ne peut pas en parler. C'est un sujet que les Français considèrent comme important. Donc si on veut aujourd'hui être en phase avec l'attente de nos concitoyens, je le pense, nous ne devons pas dire « niet », il est hors de question qu'on reparle des retraites. Ensuite, c'est la méthode. Je fais confiance à Michel Barnier. Vous savez, lorsqu'on a négocié avec le Royaume-Uni concernant le Brexit, à mon avis, on peut être aussi en capacité de mettre autour de la table les partenaires sociaux, les responsables politiques, afin d'éventuellement aménager les choses pour qu'elles soient plus acceptables. Mais sur quel point? Est-ce qu'il faut toucher à l'âge? Édouard Philippe, il était favorable à un âge encore plus élevé. Alors moi, je vais vous dire à quoi je suis favorable, mais qui sera très difficile vu la marge de manœuvre de réaliser. Moi, je suis un grand partisan de la réforme de 2020. Voilà. C'est du paramètre, c'est du système. La retraite à point. Est-ce possible aujourd'hui? Je ne le pense pas. Nous avons toujours été dans une logique de responsabilité dans notre parti politique. Édouard Philippe tient des propos, je le pense, courageux, mais clairs en la matière. Et puis, je sais que vous allez m'interroger sur ce qu'il peut dire. Nous n'avons pas changé d'avis sur cette question. Un autre sujet, Stéphane. Moi, j'avais une question. Avant la nomination de Michel Barnier, vous écriviez que, donc avant de connaître le nouveau locataire de Matignon, que vous souhaitiez interroger le futur Premier ministre sur sa position concernant l'avenir institutionnel de la Corse. Est-ce que vous avez pu le faire dimanche? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Que c'est un sujet qu'il connaissait et qu'il allait apporter des réponses le moment venu. Bon, c'était pas très concret du coup en fait. Changement, continuité. Ben, vous savez, on reste sur la lancée de ce qu'avait initié le président de la République, Gérald Darmanin ou Moi, en ce qui me concerne, je le dis aujourd'hui, je serai dans la constance. Depuis 2022, j'ai des prises de position, j'ai des actions qu'on peut mettre, je dirais, sur la table, qui ont été vues, visibles en Corse et à Paris. Je n'ai pas changé d'avis. Il y a une solution politique. Je veux dire aussi que la Corse aujourd'hui va reconnaître des difficultés économiques et sociales importantes. La saison touristique n'a pas été exceptionnelle. Les professionnels se plaignent, donc il faut toujours être sur les deux jambes. Il y a des problèmes économiques et sociaux à traiter, comme sur l'ensemble du territoire, mais avec des spécificités liées à l'insularité et à notre économie. Et il y a également une situation politique. Je crois qu'il faut poursuivre ce processus. Mais à quelle échéance? Est-ce que vous demandez une révision constitutionnelle avant la fin de l'année ou est-ce que vous dites, compte tenu de la situation politique, mieux vaut temporiser un peu? Je demande que, tout simplement, le plus rapidement possible, le Premier ministre, le gouvernement prennent l'initiative de rencontrer les élus de la Corse
pour leur dire ce qu'ils comptent faire. Et à ce moment-là, je vous dirai comment les choses se passent. Mais c'est quoi le plus rapidement possible? Parce qu'on était parti sur un texte avant l'été. Oui, on était parti sur un congrès à l'automne. Aujourd'hui, comment vous le voyez, le calendrier? Il ne va pas échapper que le calendrier a été un peu bousculé. Vous savez, j'étais prêt à partir en vacances le 12 juillet. Il s'est avéré que le 9 juin, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et ça a bouleversé un peu tous nos calendriers. Mais du coup, quelles conséquences sur le calendrier, selon vous? Il y a un retard, tout simplement. Mais si c'est un retard, c'est pas si grave que ça. Mais ce sera qu'un retard, ou est-ce que vous dites avec la nouvelle Assemblée nationale, ce sera compliqué d'aboutir à une autonomie? Moi, je crois toujours qu'il y a des voies de passage. Toujours. En tout cas, le fait de ne pas essayer... Même avec le Sénat? Ça sera compliqué, mais je l'ai toujours dit aussi publiquement. Mais qui ne tente rien n'a rien. On parle d'Édouard Philippe, Stéphane? Oui, Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 la semaine dernière. Hier, il a dit qu'il serait également candidat à la mairie du Havre en 2026. Pourquoi est-ce qu'il fait ces annonces dans le temps présent, compte tenu de la situation? Parce qu'il Quelle est sa stratégie? Il a estimé que c'était le moment de le dire, et pour les Havrais, et au niveau également de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de se démarquer de manière très nette d'ensemble? Comment sont les rapports entre les différents groupes qui composaient feu la majorité présidentielle? Ils ne sont pas mauvais. Je n'ai pas de difficultés personnelles avec mes collègues présidents de groupe de ces deux formations. Ensuite, nous avons, je le pense, notre propre identité. Depuis 3 ans, nous avons une identité qui nous est propre. Un parti de 30 000 adhérents, des maires, plus que d'autres, des sénateurs, des députés européens, un président de parti qui, je vous rappelle, est vraiment le chef dans sa maison. Donc, c'est pas le cas des autres? Je n'ai pas à parler des autres. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux. Et ce que je connais le mieux, c'est mon parti politique et c'est son chef. Donc aujourd'hui, il y a une question qui lui a été posée. Est-ce qu'on aurait encore eu l'habitude de voir des hommes et des femmes politiques qui tournent autour du pot alors qu'on sait tous qu'à un moment, ils se préparent pour être candidats à cette élection? Édouard Philippe avait dit lors de précédents entretiens, je me prépare. C'est un homme qui parle sans détour. Je crois d'ailleurs que les Français ont apprécié cette manière de faire lorsqu'il était Premier ministre. On lui a posé une question, et il a répondu. Mais il ne répondait pas jusqu'à maintenant. Est-ce que là, le timing est vraiment opportun? Ce mot me hante, timing. Ça fait 1 semaine que j'entends parler de timing. Vous savez, pour certains, c'est jamais l'heure. Voilà. Et surtout quand Édouard Philippe parle. Je m'en suis aperçu au cours des 2 dernières années, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est toujours dans l'erreur. Y compris au sein de votre camp? Ah non, dans notre camp, ne vous inquiétez pas, je peux vous dire que tout le monde est content. Même Gabriel Attal? Ah ça, je ne le sais pas, il faudra que vous lui posiez la question. Vous nous dites que les rapports entre Horizon et Ensemble ne sont pas mauvais, je reprends votre terme. Vous avez 2 députés Ensemble qui viennent de vous rejoindre hier. Il y avait déjà eu des députés qui avaient changé d'étiquette le mois dernier. Ça avait beaucoup fâché Sylvain Maillard, votre interlocuteur à l'Assemblée. Les rapports entre vous sont bons. Il a apprécié le fait que vous ayez encore 2 députés qui vous rejoignent? Vous savez, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui veulent garder les gens contre leur gré et ceux qui préfèrent laisser partir les gens lorsqu'ils ont envie de partir. Je crois que Gabriel Attal est plutôt dans la 2e catégorie de ce que je crois et de ce que je pense. Et je me félicite d'avoir ces 2 nouveaux députés qui nous rejoignent. Vous avez quoi, le signe qu'Édouard Philippe est plus attractif que Gabriel Attal aujourd'hui? J'y vois déjà le signe que le groupe que je préside est attractif. Et à titre personnel, ça me réjouit. Et ensuite, si en plus c'est le signe que Édouard Philippe l'est tout autant, c'est pas plus mal. Mais je vous invite à lire les arguments de Charlotte Parmentier-Lecocq et de Xavier Roseren qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils nous rejoignent, ça a du sens. Et en conclusion, je vous fais remarquer qu'avant la dissolution de l'Assemblée nationale, nous étions un groupe de 31 membres et qu'après, on est un groupe de 33. C'est un peu rare dans le bloc central et c'est un peu rare d'ailleurs sur tous les groupes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Gabriel Attal, c'est l'adversaire le plus dangereux pour Édouard Philippe, en vue de la présidentielle? Non, l'adversaire le plus dangereux, c'est l'échec du pays. C'est le décrochage définitif du pays, c'est la crise, c'est l'abaissement de la France. Et nous nous battons surtout pour éviter ça et pour faire en sorte que notre pays soit armé. Il n'y aura pas de match entre les deux? Et c'est pas ça d'ailleurs qui explique cette déclaration de candidature d'Édouard Philippe? La vie politique, elle est faite de compétition. Si on veut s'engager dans des combats politiques, il ne faut pas avoir peur de la confrontation, de la compétition. Ensuite, cette compétition, ça dépend quelle forme elle prend. Je pense que la division peut causer la perte d'une certaine manière de voir le pays.
et que si demain tout le monde est candidat, ça sera forcément pas une bonne nouvelle pour nos courants de pensée et pour une certaine manière de gouverner le pays. Donc l'esprit de responsabilité devra prévaloir et à un moment, vous avez quelqu'un qui est mieux placé que d'autres. J'espère que ce sera Édouard Philippe en ce qui me concerne. Et si ce n'est pas le cas, il devra laisser la place à un autre? Je n'envisage pas l'échec. Voilà, je vais vous dire les choses très tranquillement, même si aujourd'hui je crois qu'on a d'autres défis à relever, l'élection présidentielle n'étant pas l'échéance la plus proche. Est-ce que votre groupe a de nouveau vocation à s'élargir? Est-ce que vous êtes en discussion avec d'autres députés qui viendraient d'Ensemble pour la République ou d'autres partis? Pas à ce stade, mais je l'ai toujours dit, notre groupe est un groupe qui est capable d'accueillir. Vous évoquez l'échec du pays, il y a aussi la montée du Rassemblement national. Est-ce que dans les échéances à venir que vous avez évoquées, est-ce que vous voyez le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen progresser encore et arriver à prendre la main, notamment par exemple sur l'Assemblée? Est-ce qu'on aura des législatives l'année prochaine, dès que ce sera possible? Une seule personne peut déterminer s'il y a des élections législatives, c'est à partir de l'année prochaine, c'est le chef de l'État. Et vous avez une situation politique qui aujourd'hui est déjà assez confuse. Donc je ne vais pas me mettre dans l'esprit des gens, il y aura des élections législatives l'année prochaine. Qui peut tenir encore 3 ans? Mais cette assemblée sera compliquée, mais je fais confiance aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour prendre conscience justement que le blocage de l'institution, c'est le blocage du pays. Alors, ensuite, vous parliez... Pour vous, il n'y aura pas de blocage des institutions, il ne peut pas y avoir de censure du gouvernement dans les mois qui viennent? C'est possible. C'est possible. C'est possible, avec une assemblée telle que celle-ci. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu déçu de voir que du côté de celles et de ceux qui se revendiquent de la social-démocratie, on n'est pas un discours qui tranche avec celui de M. Faure, qui visiblement reste cramponné pour des raisons électoralistes uniquement à l'idée il faut être avec LFI, il faut être dans le NFP. Donc chacun devra prendre ses responsabilités. Je crois même d'ailleurs que si M. Cazeneuve n'a pas été nommé au final au rang de Premier ministre, il le doit peut-être à cette manière de faire du Parti socialiste. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit se mettre en retrait et laisser Michel Barnier gouverner? Les institutions sont très claires en la matière. Le président de la République a des prérogatives, le chef du gouvernement en a. On a déjà connu des périodes de cohabitation, même si celle-ci n'en est pas véritablement une. Je crois que Michel Barnier souhaite exercer pleinement ses responsabilités de Premier ministre. Cela veut dire que le président de la République a également des choses à dire, des choses à faire, mais pas dans le même cadre. Il doit se mettre en retrait, plus qu'il ne l'a fait avec ses précédents premiers ministres. Il n'est pas dans un rapport identique à celui qu'il a pu avoir avec Édouard Philippe, avec Jean Castex, avec Elisabeth Borne ou avec Gabriel Attal. Donc naturellement, ça ne pourra pas être le même mode de fonctionnement. La situation politique a changé. Donc il doit un peu s'effacer. Il doit tenir compte, et je pense qu'il l'a fait en nommant Michel Barnier, du résultat des élections législatives suite à la dissolution qu'il a décidée. Merci Laurent Marcandré. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.